La pluie tombait sur le cimetière de Highgate comme une dentelle glacée, transperçant le voile noir d'Amalia jusqu'à sa peau. Elle ne bougeait pas, ne pleurait pas. Ses yeux fixaient le cercueil de chêne qui descendait dans la terre anglaise, emportant avec lui l'homme qu'elle avait appris à aimer. Edward Ashford, son époux, mort à 32 ans d'une fièvre soudaine, selon le médecin de famille. Le prêtre marmonnait des paroles latines que le vent dispersait. Autour de la fosse, une vingtaine de silhouettes noires formaient un demi-cercle parfait. L'aristocratie londonienne savait même enterrer ses morts avec élégance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amalia sentit une présence à sa droite. Lord Arthur Ashford, le frère aîné d'Edward, inclina légèrement la tête vers elle. « Ma chère belle-sœur », murmura-t-il, avec une douceur qui sonnait faux comme une pièce de plomb. « Quel courage de rester si digne. Les Françaises ont cette réputation, n'est-ce pas ?» Une certaine froideur face au deuil. Elle ne répondit pas. Ses doigts gantés serraient le petit flacon de sel qu'elle n'avait pas utilisé. De l'autre côté, Lady Margaret Ashford, la mère d'Edward, n'avait pas daigné lui adresser un regard depuis le début de la cérémonie. La comtesse douairière se tenait droite comme une lame, son visage de marbre aussi impénétrable que les pierres tombales qui les entouraient. Quand Amalia fit un pas vers elle pour lui prendre la main, Lady Margaret recula imperceptiblement. « Le chagrin d'une mère ne se partage pas avec des étrangères », lâcha-t-elle d'une voix parfaitement audible. Plusieurs têtes se tournèrent. Amalia sentit le rouge lui monter aux joues sous sa voilette. 3 ans de mariage, et elle restait une étrangère, une Française, une intruse dans ce mausolée de respectabilité britannique. La cérémonie s'acheva dans un silence pesant. Les invités défilèrent devant la tombe, jetant chacun une poignée de terre. Quand vint le tour d'Amalia, ses doigts tremblèrent. La boue froide coula entre ses phalanges comme du sang noir. « Pardonne-moi, Edward, » chuchota-t-elle. « Je ne sais pas encore pourquoi. » Dans la voiture qui la ramenait au manoir, Amalia s'autorisa enfin à respirer. L'odeur du cuir mouillé et du bois ciré emplissait l'habitacle. Elle était seule. Lady Margaret et Arthur avaient pris un autre attelage, la laissant avec les malles de voyage comme on abandonne un bagage encombrant. Elle porta machinalement la main à sa poche, cherchant son mouchoir. Ses doigts rencontrèrent un papier plié. Son cœur s'arrêta. L'ordonnance de l'apothicaire. Edward la lui avait glissée dans la poche 3 jours avant sa mort, quand il pouvait encore marcher. Quand il lui avait dit, avec ce sourire épuisé qu'elle aimait tant, d'aller chercher ses remèdes elle-même, parce qu'il ne faisait plus confiance aux domestiques. Elle déplia le papier jauni. L'écriture tremblée du pharmacien s'étalait sur la page. Laudanum, quinquina, essence de menthe. Et tout en bas, la date. 14 novembre 1843. Amalia relut 3 fois. Son souffle se fit court. 14 novembre. Mais le médecin avait déclaré qu'Edward était tombé malade le 16, que la fièvre l'avait emporté le 17, qu'il était en voyage d'affaires jusqu'au 15. 3 jours d'écart. 3 jours pendant lesquels son mari était déjà mourant, alors que tout le monde le croyait absent. La voiture cahota sur une pierre. Amalia serra l'ordonnance contre sa poitrine. Ses pensées tourbillonnaient comme les feuilles mortes derrière la vitre. Quelqu'un avait menti. Quelqu'un savait qu'Edward était malade avant la date officielle. Quelqu'un l'avait peut-être regardé mourir sans rien dire. Ou pire. Le manoir Ashford apparut au détour du chemin, ses fenêtres illuminées perçant le crépuscule comme des yeux jaunes. Amalia rangea l'ordonnance dans son corsage, contre sa peau. Personne ne devait savoir. Pas encore. Le grand salon sentait le lys blanc et la cire d'abeille. Des dizaines de chandelles brûlaient sur les consoles,
jetant des ombres mouvantes sur les portraits des ancêtres Ashford. Amalia reconnut le visage sévère du vieux Lord Ashford, mort 2 ans plus tôt, qui la fixait depuis son cadre doré avec une désapprobation éternelle. Les invités se pressaient autour du buffet, échangeant des murmures de circonstance. Lady Margaret trônait dans son fauteuil habituel, recevant les condoléances avec une grâce étudiée. Madame Ashford, la voix sèche de Mr. Crowe, le notaire de la famille, fit sursauter Amalia. Le petit homme au visage de fouine lui tendait une enveloppe cachetée de noir. « Le testament de votre époux sera lu dans 1 heure, au bureau. » La famille souhaite que cela se fasse dans l'intimité. 1 heure plus tard, Amalia se tenait debout devant le bureau de chêne massif. Arthur était assis à sa droite, les jambes croisées avec une décontraction obscène. Lady Margaret occupait le fauteuil principal, celui qui avait appartenu à son défunt mari. Mr. Crowe déplia le document avec des gestes cérémonieux. Dernière volonté de Sir Edward James Ashford, décédé le 17 novembre 1843. Amalia écoutait, le cœur battant. Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits sans fond. La maison de ville, à Arthur. Le domaine de campagne, à Arthur. Les parts dans la Compagnie des Indes, à Arthur. Les bijoux de famille, à Lady Margaret. Et pour la veuve? Quant à mon épouse, Amalia Marie de Valcourt, lut Crowe d'une voix monocorde, je lui laisse mes remerciements pour ces 3 années de dévouement et ma certitude qu'elle saura trouver sa voie. Rien. Pas un penny, pas une bague, pas même le droit de rester dans cette maison. « C'est impossible, » souffla Amalia. « Édouard m'avait promis. »« Les promesses des maris ne valent pas les encres des notaires, » coupa Lady Margaret avec un sourire de glace. « Vous êtes entrée dans cette famille sans dot, ma chère. Vous en sortez sans héritage. Une certaine symétrie, vous ne trouvez pas ?» Arthur se leva, lissant les revers de sa veste. « Mère a raison. Cependant, nous ne sommes pas des monstres. Vous pouvez rester au manoir le temps de trouver une situation convenable. À condition, ajouta Lady Margaret, que vous occupiez des quartiers appropriés à votre nouveau statut. » Elle fit tinter une clochette d'argent. 2 domestiques apparurent à la porte. « Conduisez Madame Ashford à l'aile est, la chambre du fond, celle qui donne sur les écuries. Les veuves sans moyens ne dorment pas dans les appartements des maîtres. » Amalia sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'aile est, les chambres de la domesticité. On la traitait comme une servante. « Vous ne pouvez pas faire cela, » dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme. « Je suis la veuve de votre fils. »« Vous étiez l'épouse de mon fils, » corrigea Lady Margaret. « Maintenant, vous n'êtes rien. » Amalia se dirigea vers la porte, la tête haute malgré le tremblement de ses jambes. Au moment de franchir le seuil, elle se retourna. Arthur glissait quelque chose dans la poche intérieure de sa veste. Un geste rapide, furtif, mais pas assez pour échapper à son regard. C'était une lettre. Et même à cette distance, Amalia reconnut l'écriture de son mari. Edward avait écrit à son frère avant de mourir. Pourquoi cette lettre n'était-elle pas avec les autres documents? Pourquoi Arthur la cachait-il? Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde. Arthur soutint son regard avec l'assurance tranquille d'un homme qui ne craint rien. Amalia sortit sans un mot. Dans le couloir glacé, elle posa la main sur son corsage, là où l'ordonnance du pharmacien reposait contre son cœur. Une date qui ne correspondait pas. Une lettre cachée. Un héritage volé. Son mari n'était pas mort de fièvre. Son mari avait été assassiné. Et l'assassin venait de lui sourire. Le froid la réveilla avant l'aube. Amalia ouvrit les yeux sur un plafond fissuré qu'elle ne reconnut pas. L'odeur de moisi et de cendres froides lui rappela brutalement sa nouvelle condition. La chambre des domestiques. Un lit étroit aux draps rêches, une fenêtre minuscule donnant sur les écuries.
Elle se redressa, ignorant les courbatures de cette première nuit passée loin du confort des appartements conjugaux. Ses doigts glissèrent sous le matelas, vérifiant que l'ordonnance de l'apothicaire s'y trouvait toujours. Le papier crissa sous ses phalanges. Sa seule arme, sa seule preuve. Un coup discret à la porte la fit sursauter. « Madame !» chuchota une voix. « C'est Betty. » La petite servante aux taches de rousseur se glissa dans la chambre, portant un plateau couvert d'un linge. « Je vous ai apporté du thé et du pain, » dit-elle en posant son fardeau sur la table bancale. « Madame la comtesse a donné l'ordre de ne pas vous servir avec la famille. » Amalia regarda le maigre repas. Du pain rassis, du thé tiède. La veille encore, elle prenait son petit déjeuner dans la porcelaine de Chine. « Merci, Betty. C'est courageux de votre part. » La servante baissa les yeux. « Monsieur Edward était bon avec nous, pas comme l'autre. » Elle se signa discrètement avant de filer. Amalia but le thé froid sans le goûter. Son esprit travaillait. Arthur cachait une lettre d'Edward. L'ordonnance révélait une incohérence de date. 2 pièces d'un puzzle dont elle ne voyait pas encore le dessin complet. Elle devait trouver cette lettre. Mais d'abord, elle devait leur montrer qu'elle ne se laisserait pas effacer. La salle à manger baignait dans la lumière grise du matin londonien. Lady Margaret présidait la table, droite comme un cierge funéraire. Arthur découpait son bacon avec la précision d'un chirurgien. 3 couverts étaient dressés, le 3e pour Mr. Crowe qui arrivait dans l'heure pour finaliser les documents. L'entrée d'Amalia fit tomber un silence de plomb. « Bonjour » dit-elle simplement en prenant place à la table. Lady Margaret reposa sa tasse avec un claquement sec. « Il me semblait avoir été clair hier soir. Les veuves sans situation ne partagent pas la table familiale. Et il me semblait que les veuves anglaises gardaient leur place jusqu'au terme du deuil officiel, » répliqua Amalia d'une voix douce. « À moins que les usages aient changé depuis mon mariage ?» Arthur leva les yeux de son assiette, un sourire amusé aux lèvres. « Notre belle-sœur française nous donne une leçon de convenance britannique. Quelle ironie délicieuse !»« Ce n'est pas une question de convenance, mon fils. C'est une question de dignité. » Lady Margaret planta son regard d'acier dans celui d'Amalia. « Une femme qui épouse un homme pour sa fortune, puis le perd sans lui donner d'héritier, n'a aucune dignité à préserver. Elle n'a que de la honte à cacher. » Le coup porta. 3 ans de mariage, 3 ans d'espoir déçu, 3 ans de regard silencieux d'Edward quand un nouveau mois passait sans signe de grossesse. Lady Margaret le savait. Elle visait là où cela faisait mal. Amalia prit une profonde inspiration. Ne pas trembler, ne pas baisser les yeux. La honte, madame, est comme le parfum. Ceux qui en portent le plus sont souvent les derniers à s'en apercevoir. Le visage de Lady Margaret se figea. Arthur émit un petit rire appréciateur. « Touché, murmura-t-il. La Française a des griffes. » « Cette maison n'est pas un salon de jeu, » trancha Lady Margaret en se levant. « Vous mangerez dans votre chambre désormais, Madame Ashford, ou dehors, avec les chiens. C'est votre choix. » Elle sortit dans un froissement de taffetas noir. Arthur s'attarda un instant, observa Amalia avec une curiosité nouvelle. « Vous ne savez pas vous rendre, n'est-ce pas ?»« Je n'ai jamais appris. » Il secoua la tête, presque admiratif. « Dommage pour vous. Les batailles perdues d'avance sont les plus douloureuses. » La nuit engloutit le manoir comme une marée d'encre. Amalia attendit 2 heures après que le dernier domestique eut regagné sa chambre. Puis, elle se glissa hors de son lit, enfilant sa robe la plus sombre sans allumer de bougie. Le bureau d'Edward se trouvait au 1er étage, dans l'aile ouest. 3 portes après la bibliothèque, puis à gauche. Elle connaissait ce chemin par cœur, l'ayant emprunté tant de fois pour apporter du thé à son mari pendant ses longues heures de travail. La serrure était fermée. Amalia hésita. Les fenêtres, peut-être.
Le bureau donnait sur le jardin intérieur. Elle redescendit silencieusement, traversa l'office désert et sortit par la porte des livraisons. Le givre craquait sous ses pieds. L'air de novembre brûlait ses poumons. Elle longea le mur de pierre jusqu'à la fenêtre du bureau, priant pour qu'elle ne soit pas verrouillée. Le loquet céda. L'odeur la frappa comme une gifle. Encre séchée, tabac froid. Le parfum d'Edward, imprimé dans les murs de cette pièce où il avait passé tant d'heures. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ravala aussitôt. Pas le temps pour le chagrin. Le chagrin viendrait plus tard, quand la justice serait faite. Elle alluma une bougie d'une main tremblante. La flamme projeta des ombres dansantes sur les étagères chargées de livres. Le bureau d'acajou trônait au centre, couvert de papiers que quelqu'un avait déjà fouillés. Les tiroirs bâillaient, à moitié vidés. Amalia fouilla méthodiquement. Factures de tailleurs, invitations mondaines, registres de comptes. Rien d'intéressant, rien de compromettant. Elle s'attaqua au livre, cherchant un compartiment secret. Ses doigts effleuraient les reliures de cuir quand elle sentit une irrégularité. Derrière un traité de philosophie, le mur sonnait creux. Un petit levier dissimulé, un clic, un panneau qui pivote. Le cœur d'Amalia bondit. La cachette était vide. Non, pas tout à fait. Au fond, un bout de papier déchiré. Quelqu'un avait emporté les documents, mais pas assez soigneusement. Elle ramassa le fragment. Quelques mots à peine, de l'écriture d'Edward. Le testament original est chez Crowe. Arthur ne doit jamais. Le reste manquait. Un craquement dans le couloir la fit se figer. Des pas. Un rai de lumière sous la porte. Amalia souffla la bougie et se glissa derrière les lourdes tentures de velours. Le tissu sentait la poussière et le camphre. Elle retenait son souffle. La porte s'ouvrit. À travers un interstice entre les plis, elle vit Arthur entrer, une lampe à huile à la main. Il portait encore ses vêtements de soirée, comme s'il n'était pas allé se coucher. Son visage, d'habitude si maîtrisé, trahissait une tension inhabituelle. Il se dirigea droit vers la cachette derrière les livres. Sa main tâtonna dans le vide. Un juron étouffé. « Où sont-ils » marmonna-t-il. Crowe a juré qu'il n'avait rien pris. Il fouilla le bureau avec des gestes nerveux, ouvrant les tiroirs, soulevant les tapis. Rien. Ses mâchoires se crispèrent. Puis il s'arrêta. Ses yeux balayèrent la pièce. Amalia sentit son cœur tambouriner contre ses côtes, si fort qu'il allait l'entendre. Mais Arthur fixait autre chose. Le tapis devant la fenêtre, mouillé, des traces de pas qui n'étaient pas les siennes. Il pivota lentement vers les tentures. Amalia ferma les yeux. Un coup à la porte. La voix d'un domestique. « Milord, Lady Margaret vous demande dans le salon bleu. Un visiteur nocturne. » Arthur hésita une seconde interminable. Puis il tourna les talons. « J'arrive !» La porte se referma. Les pas s'éloignèrent. Amalia attendit 100 battements de cœur avant de bouger. Elle sortit de sa cachette, les jambes flageolantes. Sur le tapis, elle remarqua alors ce qu'Arthur avait vu. Ses propres empreintes, oui, mais aussi d'autres, plus petites que celles d'Arthur, plus grandes que les siennes. Quelqu'un d'autre avait fouillé ce bureau cette nuit, quelqu'un d'autre cherchait les mêmes documents. La peur et l'espoir se mêlèrent dans sa poitrine tandis qu'elle regagnait sa chambre glaciale. Elle n'était pas seule dans cette chasse. Le brouillard de Londres avalait les façades comme un monstre affamé. Amalia marchait vite, sa cape noire serrée contre sa poitrine, le fragment de lettre d'Edward brûlant dans sa poche comme un charbon ardent. Lincoln's Inn, le quartier des hommes de loi. C'est là que Mr. Crowe gardait ses secrets. Elle avait quitté le manoir à l'aube, avant que les domestiques ne s'éveillent. Personne ne l'avait vue partir. Personne ne la cherchait.
Une veuve sans fortune est invisible. Les rues de la City grouillaient déjà de clercs en redingotes sombres et de marchands pressés. L'odeur de charbon et de brume salée emplissait l'air. Amalia comptait les numéros des portes jusqu'à trouver celle qu'elle cherchait. Une plaque de cuivre terni annonçait « Cros et associés, notaire depuis 1792 ». Elle poussa la porte. L'antichambre sentait le vieux papier et la cire à cacheter. Un clerc au visage gris leva les yeux de son registre. « Madame désire ? Je souhaite voir Mr. Crow. Je suis Madame Ashford, la veuve de Sir Edward. » Le nom produisit son effet. Le clerc se leva précipitamment, disparut derrière une porte capitonnée. Quelques minutes plus tard, Mr. Crow lui-même apparut, son visage de fouine crispé en un sourire professionnel. « Madame Ashford, quelle surprise! Je vous croyais en deuil au manoir. »« Le deuil n'empêche pas les affaires, Mr. Crow. »« J'ai des questions concernant le testament de mon époux. » Il l'invita dans son bureau d'un geste nerveux. Amalia nota la sueur sur son front malgré le froid. Les étagères croulaient sous les dossiers reliés de cuir. Sur le bureau, elle aperçut un seau de cire rouge portant les armoiries des Ashford. Le même blason que sur le petit objet qu'elle avait trouvé dans la doublure de sa meuf la veille. Une clé minuscule qu'Edward avait cachée là. « Que puis-je faire pour vous, madame ?»« Je souhaite voir le document original, pas la copie que vous avez lue au manoir, l'original avec la signature de mon mari. » Crow s'agita sur son siège. « C'est tout à fait irrégulier. Les documents originaux restent dans nos coffres jusqu'à la clôture de la succession. » « Et quand sera-t-elle clôturée ? » « Lord Arthur doit récupérer certaines pièces ce soir même, à 18 heures précises. » Amalia enregistra l'information. Ce soir, elle avait quelques heures. « Mon mari vous a-t-il confié d'autres documents ? Des lettres personnelles peut-être ?» Le notaire pâlit visiblement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » « Vraiment ?» Elle se pencha légèrement, laissant son regard errer sur le bureau. Parmi les papiers épars, elle reconnut l'écriture d'Arthur. Une note griffonnée à la hâte. Elle n'eut le temps de lire que 2 mots avant que Crow ne la couvre d'un dossier. Testament original. « Je crains de ne pouvoir vous aider davantage, madame. Les affaires de la famille Ashford ne concernent plus que Lord Arthur désormais. » Il se leva, lui indiquant la porte. Amalia obtempéra avec une docilité feinte. Dans l'antichambre, elle fit mine de rajuster ses gants, prenant le temps d'observer la disposition des lieux. Une fenêtre donnant sur une ruelle, une porte latérale pour les livraisons, et surtout, le coffre-fort incrusté dans le mur derrière le bureau du clerc, le même blason que sur sa petite clé. Elle sortit dans le brouillard, le cœur battant. 1 heure plus tard, Amalia était attablée dans un salon de thé miteux de Fleet Street, surveillant l'entrée de l'étude Crow par la fenêtre embuée. Le thé refroidissait dans sa tasse. Elle attendait. À midi, un clerc sortit en courant, une sacoche de cuir sous le bras. Jeune, maigre, pressé. Amalia laissa quelques pièces sur la table et le suivit. Il ne se dirigeait pas vers le quartier élégant de Mayfair où résidait Arthur. Il bifurqua vers les ruelles plus sombres, là où le brouillard sentait la bière aigre et le poisson pourri. Le Black Swan, une taverne au nom fané. Amalia s'arrêta à l'angle de la rue, dissimulée derrière un étal de légumes flétris. Le clerc entra dans le pub. Elle compta jusqu'à 50, puis s'approcha de la fenêtre crasseuse. À travers la vitre trouble, elle distingua le jeune homme assis à une table du fond. Face à lui, un inconnu en manteau sombre, grand, des épaules larges et une cicatrice qui barrait son sourcil gauche, visible même dans la pénombre enfumée. Le clerc tendit sa sacoche. L'homme à la cicatrice l'ouvrit, en sortit une liasse de papier
qu'il examina rapidement. Puis, il leva les yeux, droit vers la fenêtre, droit vers Amalia. Elle aurait dû fuir. Elle resta figée. L'homme sourit, un sourire narquois, presque amusé. Il leva son verre de bière dans sa direction, comme pour porter un toast silencieux. Puis, il se leva et se dirigea vers la sortie. Amalia recula dans l'ombre de la ruelle. Trop tard. L'homme émergea du pub, bloquant son chemin de retraite. « Madame Ashford !» dit-il d'une voix grave et traînante. « Quelle coïncidence de vous trouver dans ce quartier. Vous me connaissez ? Tout Londres connaît la veuve française que les Ashford ont jetée à la rue. Les domestiques parlent, vous savez. » Il fit un pas vers elle. Amalia recula, son dos heurtant le mur de briques humides. « Qui êtes-vous » ? Quelqu'un qui cherche les mêmes réponses que vous, peut-être même les mêmes documents. Ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. La cicatrice lui donnait un air de pirate ou de hors-la-loi. « Vous avez fouillé le bureau d'Edward cette nuit, n'est-ce pas ? C'était vos traces sur le tapis. » Il inclina la tête, ni confirmation ni déni. « Retournez au manoir, madame. Ce jeu est trop dangereux pour une dame seule. » « Ce n'est pas un jeu, c'est ma vie. » « Justement. » Il s'écarta, lui libérant le passage. « Nous nous reverrons, » ajouta-t-il, « très bientôt. » Puis il disparut dans le brouillard, comme s'il n'avait jamais existé. Amalia attendit la nuit. L'étude Crowe fermait à 18h. Arthur devait venir chercher les documents à cette heure précise. Elle devait arriver avant. À 17h30, elle se glissa par la ruelle derrière le bâtiment. La fenêtre qu'elle avait repérée le matin était entrebâillée. Une imprudence du clerc ou une invitation? Elle se hissa sur le rebord, déchirant sa manche sur un clou rouillé. Le bureau de Crowe était plongé dans l'obscurité. Seule la lueur d'un réverbère filtrait par les stores. Le coffre-fort. Sa petite clé tremblait dans sa main. Elle s'agenouilla devant la porte de métal. La clé glissa dans la serrure. Un tour, 2 tours, un déclic. À l'intérieur, des liasses de documents, des sacs de pièces et une chemise de cuir portant le sceau des Ashford. Amalia l'ouvrit d'une main fébrile. Le testament. Pas celui qu'avait lu Crowe au manoir. Un autre, plus ancien, signé de la main du vieux Lord Ashford, daté de 1841, 2 ans avant la mort d'Edward. Elle parcourut le texte, son cœur battant de plus en plus fort. « Je lègue l'intégralité de mes biens à mon fils cadet Edward James Ashford et à ses descendants. Mon fils aîné Arthur, ayant dilapidé sa part d'héritage en dette de jeu, est déshérité. » Un cri de triomphe faillit lui échapper. Edward était l'héritier légitime. Arthur avait tout falsifié. Mais le document était incomplet. La dernière page manquait. Celle portant la signature du notaire et le sceau officiel. Sans elle, ce n'était qu'un brouillon sans valeur. Un bruit de pas dans le couloir. Amalia se releva d'un bond, le testament serré contre sa poitrine. La porte du bureau s'ouvrit. Arthur se tenait sur le seuil, sa canne à pommeau d'argent brillant dans la pénombre. Son sourire était celui d'un chat devant une souris prise au piège. « Je savais que la petite souris française viendrait chercher son fromage, » dit-il en s'avançant. « Crowe m'a prévenu de votre visite ce matin. Vous êtes si prévisible, ma chère. » Amalia recula vers la fenêtre, bloquée. « Ce testament prouve votre crime, » dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme. « Edward était l'héritier. Vous avez tout volé. » « Un testament sans signature ne prouve rien du tout. » Il tendit la main. « Donnez-moi ce papier, maintenant. » « Non. » Ses doigts se crispèrent sur sa canne. « Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable, Amalia. » Une voix surgit de l'ombre derrière lui. « Je ne ferais pas cela si j'étais vous, Lord Ashford. » L'homme à la cicatrice se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Arthur pivota, le visage déformé par la surprise. « Toi ?
Comment oses-tu? J'ose beaucoup de choses. C'est le privilège des bâtards. Il s'avança dans la lumière, son regard passant d'Arthur à Amalia. « Bonsoir, frère, » dit-il avec un sourire acéré. Le silence dans le bureau de Crow était si dense qu'Amalia entendait le sang battre à ses tempes. Deux hommes se faisaient face, deux frères que tout opposait, l'un né dans la soie, l'autre dans la honte. Arthur fut le premier à parler. « Nathaniel Blackwood, le bâtard de mon père. Je te croyais mort dans un fossé quelque part. Les mauvaises herbes sont tenaces, Lord Ashford. Vous devriez le savoir. » Nathaniel s'avança d'un pas nonchalant, mais Amalia remarqua la tension dans ses épaules. La cicatrice sur son sourcil luisait dans la pénombre comme un avertissement. « Cette femme possède un document qui m'appartient, » dit Arthur en désignant Amalia de sa canne. « Elle l'a volé, dans ce coffre. » « Un document qui prouve que vous avez volé l'héritage de votre propre frère? Quelle ironie délicieuse !» Arthur serra les mâchoires. Sa main se crispa sur le pommeau d'argent. « Tu n'as aucun droit ici, aucun nom, aucune légitimité. Tu n'es que le fruit d'une passade de notre père avec une actrice de bas étage. » « Ma mère valait 100 fois Lady Margaret. Mais ce n'est pas le sujet. » Nathaniel se tourna vers Amalia. « Donnez-moi ce testament, madame. Je saurai le mettre en sécurité. » Elle hésita. Cet homme était apparu de nulle part. Il avait fouillé le bureau d'Edward. Il connaissait ses moindres mouvements. Pouvait-elle lui faire confiance? Pourquoi m'aideriez-vous? Parce qu'Edward était le seul Ashford à m'avoir traité comme un être humain. Et parce que je veux voir ce serpent ramper dans la poussière. Arthur émit un rire sec. Touchant. Le bâtard et la veuve française unis contre moi. Vous formez un beau couple de perdants. Il fit un pas vers la porte. Gardez ce papier si vous voulez. Sans la dernière page, il ne vaut rien. Et cette page, je l'ai détruite il y a 2 ans. Son sourire était celui d'un homme qui a déjà gagné. Bonne nuit, Madame Ashford. Profitez de votre chambre de domestique tant que vous le pouvez encore. Il sortit sans se retourner. Ses pas résonnèrent dans le couloir, puis le silence retomba. Amalia sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre le bureau, le testament inutile serré contre sa poitrine. « Il ment, » dit Nathaniel. « La page existe toujours. »« Comment le savez-vous ?»« Parce que je connais Arthur. Il ne détruit jamais rien. Il garde tout comme des trophées. Cette page est quelque part dans le manoir. » Il lui prit le document des mains avec une douceur surprenante. « Je vais le mettre en lieu sûr. Vous, retournez au manoir. Fouillez sa chambre, son bureau, ses malles. Trouvez cette page. » « Et si je ne peux pas lui faire confiance? Si tout cela n'est qu'un piège ?» Nathaniel la regarda longuement. Ses yeux sombres étaient impossibles à lire. « Vous ne pouvez pas me faire confiance, madame. Pas encore. Mais vous n'avez pas le choix. » Le manoir Ashford dormait quand Amalia se faufila par l'entrée des domestiques. Le froid de la nuit s'accrochait à sa cape comme des doigts glacés. Elle monta l'escalier de service sur la pointe des pieds, évitant la 3e marche qui grinçait. La chambre d'Arthur se trouvait à l'opposé de l'aile des domestiques. Pour y accéder, elle devait traverser le grand couloir, longer la galerie des portraits et passer devant la chambre de Lady Margaret. Un frisson la parcourut. Si la comtesse la surprenait, tout serait perdu. Elle ôta ses chaussures et avança en silence sur le tapis épais. Les portraits des ancêtres Ashford la fixaient depuis leur cadre doré. Des générations d'hommes au regard dur et de femmes au sourire figé. Édouard n'avait jamais ressemblé à ces visages de pierre. Peut-être était-ce pour cela qu'elle l'avait aimé. La porte de Lady Margaret était fermée. Aucune lumière ne filtrait par-dessous. Amalia retint son souffle et passa. La chambre d'Arthur était au bout du couloir. Elle posa la main sur la poignée. Fermée à clé, bien sûr.
Elle s'agenouilla, sortit une épingle de ses cheveux. Édouard lui avait montré ce tour un soir d'été, en riant de son expression scandalisée. « Un gentleman ne devrait pas savoir crocheter les serrures, avait-elle dit. « Un gentleman doit savoir tout faire, avait-il répondu. Le souvenir lui brûla les yeux. Elle cligna, se concentra sur la serrure. Un déclic, la porte s'ouvrit. L'odeur d'eau de Cologne et de cigares froids l'assaillit. La chambre d'Arthur était spartiate malgré son luxe apparent. Un lit à baldaquin, une armoire massive, un secrétaire près de la fenêtre. Elle commença par le secrétaire. Lettres de créanciers, notes de jeu, reconnaissance de dettes. Arthur était ruiné. Complètement, désespérément ruiné. Pas étonnant qu'il ait tué pour l'héritage. Dans un tiroir secret, elle trouva une liasse de lettres attachée par un ruban noir. L'écriture d'Édouard. Son cœur se serra. « Mon cher Arthur, » disait la première, « j'ai découvert ce que tu as fait. Le testament de père a été falsifié. Je t'en prie, avoue, avant que je ne sois forcé d'agir. » La deuxième était plus dure. « Tu as 1 semaine pour tout confesser. Passé ce délai, j'irai voir les autorités. » La troisième, datée du 13 novembre, lui coupa le souffle. « Arthur, je sais que tu as mis quelque chose dans mon thé. Je me sens mourir. Si tu lis ces mots, c'est que tu as réussi. Mais Amalia trouvera la vérité. Elle est plus forte que tu ne le crois. » Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. Édouard savait. Il savait qu'il était empoisonné. Et il avait cru en elle, jusqu'à la fin. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Elle fourra les lettres dans son corsage, referma le tiroir. La porte de la chambre s'ouvrit avant qu'elle puisse se cacher. Lady Margaret se tenait sur le seuil, un chandelier à la main. Sa robe de chambre blanche lui donnait l'air d'un spectre vengeur. « Je savais que vous viendriez fouiller ici, » dit-elle d'une voix glaciale. « Une voleuse. Je l'ai toujours su. » « Je ne suis pas une voleuse. Je cherche la preuve du crime de votre fils. »« Mon fils n'a commis aucun crime. Il a simplement protégé cette famille de votre avidité. » Elle s'avança, ses yeux brillants de haine. « Vous croyez que je ne sais pas ce que vous êtes? Une petite Française sans le sou qui a ensorcelé mon Édouard avec ses minauderies. Vous l'avez détourné de sa famille, vous l'avez rendu faible. Je l'ai aimé. L'amour. » Lady Margaret cracha le mot comme une obscénité. « L'amour ne compte pas dans notre monde, petite sotte. Seul compte le nom, le rang, la fortune. Et vous n'avez rien de tout cela. » Elle leva la main et gifla Amalia avec une force surprenante. « Maintenant, donnez-moi ce que vous avez volé. » Amalia porta la main à sa joue brûlante. Dans son corsage, les lettres d'Édouard pesaient contre son cœur. « Non. » Lady Margaret sourit. Un sourire de glace. « Très bien. Arthur ?» Son fils apparut derrière elle, encore vêtu de son manteau de soirée. Il avait dû la suivre depuis l'étude de Croc. « Fouillez-la » ordonna la comtesse. Arthur s'approcha. Ses mains fouillèrent sa cape, ses poches, puis elles se posèrent sur son corsage. Amalia recula, mais il fut plus rapide. Ses doigts arrachèrent les lettres qu'elle avait cachées. « Tiens, tiens, » murmura-t-il en parcourant les pages. « Mon cher frère était plus bavard que je ne le pensais. » Il s'approcha de la cheminée, où un feu mourant rougeoyait encore. « Ces lettres sont dangereuses, Madame Ashford. Très dangereuses. » Il jeta les papiers dans les flammes. « Non !» Amalia se précipita, mais Lady Margaret la retint par le bras avec une poigne de fer. Le feu dévora les mots d'Édouard, les derniers mots qu'il lui avait adressés, la preuve de son assassinat. « Demain, vous quitterez cette maison, » dit Arthur en regardant les cendres. « Définitivement,
Si vous essayez encore de nous nuire, je vous ferai arrêter pour vol. Des témoins vous ont vu forcer le coffre de Croc ce soir. » Il épousseta ses mains. « Bonne nuit, belle-sœur !» Ils la laissèrent seule dans la chambre, face aux dernières braises qui achevaient de consumer ses espoirs. Mais dans la lueur mourante du feu, Amalia remarqua quelque chose. Arthur avait brûlé les lettres rapidement, sans les lire attentivement. Il n'avait pas vu qu'elle en avait gardé une, la dernière, celle où Edward parlait d'une copie. Elle glissa la main dans sa manche, où elle avait dissimulé le papier au dernier moment. « Une copie existe », avait écrit Edward, « chez le seul homme en qui j'ai confiance. » Nathaniel Blackwood. 3 coups frappés contre la vitre glacée. Amalia sursauta sur son lit étroit, le cœur battant. L'aube n'avait pas encore percé les nuages de novembre, et pourtant quelqu'un se tenait derrière sa fenêtre du rez-de-chaussée. Elle écarta le rideau élimé. Nathaniel Blackwood la fixait de ses yeux sombres, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Il portait un manteau de voyage couvert de givre et tenait un cheval par la bride. « Ouvrez !» articula-t-il silencieusement. Elle fit glisser le loquet rouillé. L'air froid s'engouffra dans la chambre minuscule. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« Les domestiques parlent, souvenez-vous. Betty m'a dit qu'on vous avait relégué dans l'aile des servantes. » Il parcourut du regard la pièce misérable, le lit de fer, les murs tachés d'humidité. « Il vous traite vraiment comme une moins que rien. Ce n'est plus important. »« J'ai trouvé quelque chose. » Elle sortit la lettre froissée de sous son matelas, celle qu'elle avait réussi à cacher dans sa manche pendant qu'Arthur brûlait les autres. « Edward parle d'une copie des documents. Il dit que vous l'avez. » Nathaniel prit le papier, le parcourut rapidement. Son visage resta impassible, mais Amalia vit ses mâchoires se contracter. « Il me faisait confiance, » murmura-t-il. « Le seul de cette maudite famille. »« Alors c'est vrai ? Vous avez la copie du testament original ?»« J'ai mieux que cela. » Il replia la lettre et la lui rendit. « Edward m'a confié un coffret il y a 6 mois. Il m'a fait jurer de ne l'ouvrir qu'à sa mort. Je pensais qu'il exagérait les dangers. Je me trompais. »« Où est ce coffret ?»« Dans un endroit sûr, loin de Londres. » Il hésita, puis ajouta d'une voix plus basse. « Le domaine de Thornwood. La maison de ma mère avant sa mort. À 4 heures de route vers le nord. » Amalia sentit l'espoir renaître dans sa poitrine. Une copie du testament. La preuve de la culpabilité d'Arthur. Tout n'était pas perdu. « Emmenez-moi là-bas. »« C'est précisément ce que je comptais faire. » Il désigna le cheval qui piaffait dans le jardin. « Nous devons partir maintenant. Arthur a des hommes partout. Si nous attendons le lever du jour, nous ne passerons jamais les portes de la ville. » Amalia n'hésita qu'une seconde. Elle enfila sa cape la plus chaude, fourra quelques effets dans un petit sac et enjamba le rebord de la fenêtre. Nathaniel l'aida à monter en selle devant lui. La chaleur de son corps contre son dos était troublante, presque inconvenante. Elle chassa cette pensée. « Tenez-vous bien, dit-il, la route sera longue. » Le cheval s'élança dans la brume. Ils chevauchèrent pendant des heures à travers la campagne anglaise endormie. Le brouillard se dissipa progressivement, révélant des collines rousses et des forêts dépouillées par l'automne. Le silence n'était rompu que par le martèlement des sabots et le souffle régulier de leur monture. Amalia profita de ce temps pour rassembler ses pensées. Tant de choses s'étaient passées depuis l'enterrement d'Edward, tant de révélations. Son mari n'était pas mort de fièvre, il avait été empoisonné par son propre frère. Et tout cela pour un héritage qu'Arthur avait déjà volé des années auparavant. « Parlez-moi d'Edward, » dit soudain Nathaniel. « Comment était-il avec vous ?» La question la surprit par sa douceur. Gentil, patient, il riait beaucoup, même quand sa mère me traitait comme une intruse. Il disait que les Ashford avaient oublié comment sourire depuis des générations. « C'est vrai,
Notre père était un homme dur. Il n'a jamais pardonné à ma mère de lui avoir donné un fils hors mariage. Et il n'a jamais pardonné à Edward d'être meilleur qu'Arthur. Vous connaissiez Edward depuis longtemps? Depuis l'enfance, ma mère travaillait au manoir avant que le scandale n'éclate. Quand Lord Ashford l'a mise à la porte, elle était déjà enceinte de moi. Edward avait 5 ans, Arthur en avait 7. Il fit une pause, comme s'il rassemblait des souvenirs douloureux. Arthur m'a toujours haï. Pour lui, j'étais la preuve vivante que notre père n'était pas le saint homme que Lady Margaret prétendait. Mais Edward venait me voir en cachette. Il m'apportait des livres, de la nourriture. Il m'a appris à lire. Amalia sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était bien Edward, toujours à chercher la lumière dans les endroits les plus sombres. « Quand avez-vous appris pour le testament ?» demanda-t-elle. « Il y a 2 ans. Edward avait découvert que notre père l'avait désigné comme seul héritier, déshéritant Arthur pour ses dettes de jeu. Mais quelqu'un avait falsifié le document après la mort du vieux lord. Quelqu'un avait inversé les noms. Arthur? Avec la complicité de Crow. Le notaire lui devait de l'argent, beaucoup d'argent. Tout s'emboîtait. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Pourquoi Edward n'a-t-il pas agi immédiatement? Il voulait des preuves irréfutables, et il ne voulait pas détruire sa mère. Lady Margaret a toujours préféré Arthur. Edward pensait pouvoir régler cela en famille, discrètement. Et Arthur l'a tué avant qu'il ne puisse agir. Oui. Ce simple mot tomba comme une pierre dans un puits. Ils atteignirent Thornwood à la tombée du jour. Le domaine n'était qu'une modeste maison de pierre envahie par le lierre, nichée au creux d'une vallée boisée. Un filet de fumée s'échappait de la cheminée. « Quelqu'un vit ici ?» s'étonna Amalia. « Martha, l'ancienne gouvernante de ma mère. Elle garde la maison depuis sa mort. » Une vieille femme au visage ridé comme une pomme d'hiver les accueillit sur le seuil. Ses yeux s'éclairèrent en reconnaissant Nathaniel. « Mon garçon, enfin !» Je commence à m'inquiéter. « Tout va bien, Martha. Nous avons besoin du coffret, celui qu'Edward m'a confié. » La vieille femme hocha la tête et disparut à l'intérieur. Elle revint quelques minutes plus tard, portant une boîte de bois sombre ornée du blason des Ashford. Nathaniel la posa sur la table de la cuisine. La serrure était scellée par de la cire rouge. « Edward m'a donné la clé, » dit-il en sortant un petit objet de sa poche. Amalia reconnut une clé identique à celle qu'elle avait trouvée dans sa meuf, celle qui avait ouvert le coffre de Crow. « Il y avait 2 clés, » comprit-elle. « Une pour vous, une pour moi. » Edward avait tout prévu. Il savait que nous finirions par nous retrouver. Le coffret s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur, une liasse de documents soigneusement pliés, le testament original complet, des lettres de Lord Ashford père, et une confession signée de la main de Crow lui-même. « Mon Dieu !» souffla Amalia. « C'est tout ce qu'il nous faut. » Elle parcourut la confession du notaire. L'homme avouait avoir falsifié le testament sous la menace d'Arthur, qui connaissait ses dettes et ses indiscrétions. Il décrivait le processus en détail, nommait des témoins, donnait des dates. « Avec cela, nous pouvons détruire Arthur, » dit Nathaniel. « Et le faire pendre pour meurtre !» Un bruit de sabots à l'extérieur les fit se figer. Martha courut à la fenêtre et pâlit. « Des cavaliers, 6 au moins. Ils portent les couleurs des Ashford. Arthur les avait retrouvés. » Les sabots martelaient la terre gelée comme un tambour de guerre. Amalia compta les silhouettes à travers la fenêtre embuée. 6 cavaliers, peut-être 7. Leurs torches trouaient l'obscurité naissante, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre de Thornwood. Nathaniel referma le coffret d'un geste sec. « La porte arrière, » dit-il à Martha. « Elle donne toujours sur le bois ?»« Oui, mais ils auront encerclé la maison. »« Pas encore. Ils viennent de l'Est. »« Nous avons 2 minutes. » Il fourra les documents dans sa chemise, saisit Amalia par le bras. « Courez, ne vous retournez pas. » Ils traversèrent la cuisine,
la buanderie, et émergèrent dans un jardin envahi de ronces. L'air glacial brûla les poumons d'Amalia. Derrière eux, des cris, des ordres aboyés, le fracas d'une porte enfoncée, la forêt les avala. Nathaniel connaissait ces bois comme sa propre peau. Il guidait Amalia entre les troncs, évitant les racines traîtresses, les fossés dissimulés sous les feuilles mortes. Leur souffle formait des nuages blancs dans l'obscurité. « Où allons-nous » haleta-t-elle. « Il y a une cabane de chasseurs à 1 mile. Nous y serons en sécurité jusqu'à l'aube. » Un coup de feu déchira la nuit. La balle siffla au-dessus de leur tête, arrachant des éclats d'écorce à un chêne centenaire. « Plus vite !» Amalia sentit sa cheville se tordre sur une pierre, mais la peur lui donna des ailes. Elle ne pensait plus, elle courait. Le sang battait à ses tempes, sa cape s'accrochait aux branches, mais elle courait. La cabane apparut comme un miracle. 4 murs de rondins, un toit de chaume, une porte vermoulue. Nathaniel la poussa à l'intérieur et bloqua l'entrée avec une poutre. L'obscurité était totale. L'odeur de moisie et de cendres froides emplissait l'espace minuscule. Amalia s'effondra contre le mur, le souffle court, le cœur au bord de l'explosion. « Ils nous ont vus » murmura-t-elle. « Non, ils tirent à l'aveugle, Arthur est désespéré. » Nathaniel s'agenouilla près d'elle, vérifiant qu'elle n'était pas blessée. Ses mains étaient chaudes malgré le froid, ses gestes étonnamment doux. « Votre cheville ?»« Ça va, je peux marcher. » Il hocha la tête et s'éloigna vers une petite fenêtre, scrutant la forêt à travers les planches disjointes. Les torches des poursuivants dansaient au loin, s'éloignant vers le nord. « Ils ont perdu notre trace. Pour l'instant. » Le silence retomba, ponctué seulement par leur respiration qui se calmait peu à peu. Amalia sentit le froid s'insinuer dans ses os. Sa cape était trempée de sueur et de rosée. Son corps tremblait de fatigue et de peur. Nathaniel alluma une bougie qu'il avait trouvée sur une étagère poussiéreuse. La flamme vacillante révéla un intérieur spartiate. Un lit de camp, une cheminée noircie, quelques ustensiles rouillés. « Nous ne pouvons pas faire de feu, » dit-il. « La fumée les attirerait. »« Je sais. » Il retira son manteau et le posa sur ses épaules. Le geste était simple, presque machinal, mais Amalia sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda-t-elle. « Vous risquez votre vie pour une femme que vous connaissez à peine ?» Nathaniel s'assit contre le mur opposé, les genoux repliés. « Je vous l'ai dit. Edward était le seul à me traiter comme un être humain. »« Mais Edward est mort. Vous n'avez plus de dette envers lui. » « Ce n'est pas une question de dette. » Il la regarda longuement, ses yeux sombres brillant dans la lueur de la bougie. « Arthur a détruit tout ce que j'aimais. Ma mère est morte de chagrin après avoir été chassée du manoir. Mon père m'a renié avant même ma naissance, et maintenant, il a tué mon seul ami. » Sa voix était calme, mais Amalia y percevait une rage contenue, profonde, comme un puits sans fond. « Je veux justice, » continua-t-il. « Pas pour moi, pour tous ceux qu'Arthur a écrasés sur son chemin. Et si nous échouons ? Nous n'échouerons pas. » Il sortit les documents du coffret de sa chemise, les étala sur le sol entre eux. « Regardez, le testament original avec la signature de Lord Ashford, la confession de Crowe, les lettres d'Edward prouvant qu'il savait tout avant de mourir. Avec cela, nous pouvons aller devant n'importe quel tribunal. » Amalia parcourut les papiers une nouvelle fois. Chaque mot était une arme, chaque phrase un clou dans le cercueil d'Arthur. « Il nous faut un allié puissant, » dit-elle, « quelqu'un qu'Arthur ne peut pas acheter ou intimider. » J'y ai pensé. Lord Pemberton. Le juge ? Il était ami avec mon père avant le scandale. C'est un homme intègre, et il déteste Arthur depuis une affaire de dettes impayées. Amalia hocha la tête. Un plan prenait forme dans son esprit. « Nous devons retourner à Londres.
présenter ses preuves à Pemberton avant qu'Arthur ne nous retrouve. C'est exactement ce qu'il attendra de nous. Les routes seront surveillées. Alors, nous prendrons un autre chemin. Elle se souvint d'une conversation avec Édouard, des mois auparavant. Il lui avait parlé d'un ami marchand qui faisait du commerce fluvial entre les comtés du Nord et la capitale. « La rivière Ouse, dit-elle. Elle rejoint la Tamise à 100 miles d'ici. Un bateau nous emmènerait à Londres sans passer par les routes principales. » Nathaniel réfléchit un instant, puis sourit. Édouard avait raison. Vous êtes plus forte qu'il n'y paraît. Ce compliment la réchauffa plus que n'importe quel feu. L'aube les trouva en marche vers le sud. Ils avaient quitté la cabane avant le lever du soleil, progressant à travers les bois jusqu'à atteindre un petit village de pêcheurs sur les berges de l'Ouse. Nathaniel connaissait le tavernier, un homme bourru nommé Grimshaw, qui accepta de les cacher dans sa cave jusqu'à l'arrivée du prochain bateau marchand. « Le Mary Jane passe demain à l'aube », grogna-t-il en leur servant du pain et du fromage. « Le capitaine est un honnête homme, il ne pose pas de questions. » Amalia mangea voracement. Elle n'avait rien avalé depuis la veille au matin, et l'épuisement commençait à peser sur ses épaules comme un manteau de plomb. « Reposez-vous, » dit Nathaniel. « Je monte la garde. » Elle voulut protester, mais ses yeux se fermaient déjà. Elle s'allongea sur un tas de sacs de jute, sa cape roulée sous sa tête, et sombra dans un sommeil sans rêve. Quand elle se réveilla, la lumière filtrait par les interstices du plancher au-dessus d'elle. Nathaniel était assis près d'une bougie, relisant les documents pour la 100e fois. « Quelle heure est-il ? » ?»« Presque minuit. Le bateau sera là dans 6 heures. » Elle s'assit, frottant ses yeux endoloris. Dans la pénombre, elle remarqua les cernes sous les yeux de Nathaniel, la tension dans ses épaules. « Vous n'avez pas dormi ? » ?»« Je dormirai quand Arthur sera derrière les barreaux. » Elle s'approcha de lui, posa une main sur son bras. « Vous ne pouvez pas tout porter seul. » Il leva les yeux vers elle. Dans la lueur tremblante de la bougie, son visage paraissait plus jeune, plus vulnérable. « Je n'ai jamais eu le choix, » dit-il doucement. « Quand on est bâtard, on apprend vite à ne compter que sur soi-même. » Ce n'est plus le cas maintenant. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux, silencieux et électrique. Amalia sentit son cœur s'accélérer. Un bruit à l'étage les fit sursauter. Des voix, des pas lourds. Grimshaw descendit l'escalier en courant. « Des soldats! Ils fouillent toutes les maisons du village. Quelqu'un vous a vu arriver. » Nathaniel se leva d'un bond, fourrant les documents dans sa chemise. La sortie arrière, bloquée, ils ont encerclé la taverne. Amalia sentit la panique monter dans sa gorge. Prise au piège. Encore. Mais Nathaniel restait calme. Il scrutait la cave, cherchant une issue. Son regard s'arrêta sur une vieille trappe dissimulée sous des tonneaux. « Où mène-t-elle ?»« Aux anciennes caves à vin, » dit Grimshaw. « Elles rejoignent les berges par un tunnel. » Parfait. Il déplaça les tonneaux, ouvrit la trappe. Un courant d'air froid et humide monta des profondeurs. « Allez-y, dit-il à Amalia, je vous rejoins. »« Non, nous partons ensemble ou pas du tout. » Il la regarda, surpris par sa détermination, puis il hocha la tête. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité. Le tunnel sentait la terre humide et le temps oublié. Amalia avançait à tâtons, une main sur la paroi visqueuse, l'autre agrippée à la manche de Nathaniel. L'obscurité était si totale qu'elle avait l'impression de nager dans de l'encre noire. Derrière eux, les voix des soldats s'estompaient progressivement. Le passage descendait en pente douce, s'enfonçant sous les fondations du village. Par endroits, l'eau leur arrivait aux chevilles, froide comme la mort. « Encore 50 mètres, » murmura Nathaniel. « Je vois de la lumière. » Effectivement, une lueur grisâtre apparaissait au bout du boyau.
l'aube. Ils avaient passé des heures dans ces ténèbres souterraines, sans même s'en rendre compte. Le tunnel débouchait sur une berge escarpée, dissimulée par des saules pleureurs dont les branches trempaient dans l'eau noire de l'Ouse. Amalia inspira l'air frais à plein poumon, savourant la sensation de liberté après l'étouffement du passage souterrain. « Le Mary Jane », dit Nathaniel en désignant une silhouette sombre sur la rivière. Le bateau marchand approchait lentement, poussé par le courant et quelques rameurs fatigués. Sa coque ventrue portait les marques de dizaines de voyages, et son mât unique arborait un pavillon délavé par les intempéries. Nathaniel fit un signe convenu. 3 mouvements du bras, une pause, puis 2 autres. Le capitaine répondit par un coup de sifflet bref. Quelques minutes plus tard, ils étaient à bord, cachés sous des bâches qui sentaient le poisson et le goudron. Le bateau reprit sa course vers le sud sans que personne au village n'ait remarqué leur départ. Le voyage dura 3 jours et 2 nuits. Amalia découvrit une Angleterre qu'elle ne connaissait pas. Des villages endormis au bord de l'eau, des pêcheurs qui les saluaient sans poser de questions, des auberges de campagne où le capitaine s'arrêtait pour charger des marchandises. Nathaniel restait vigilant, scrutant chaque berge, chaque cavalier aperçu au loin. Arthur avait des espions partout, et une récompense considérable devait être offerte pour leur capture. « Comment pouvez-vous être sûr que Pemberton nous aidera ?» demanda Amalia lors de leur 2e nuit sur le fleuve. Ils étaient assis sur le pont arrière, enveloppés dans des couvertures rugueuses, regardant les étoiles se refléter sur l'eau calme. « Je ne peux pas en être sûr, » admit Nathaniel. « Mais c'est notre meilleure chance. Pemberton est un homme de principe, et il a une dent contre Arthur depuis que celui-ci a séduit puis abandonné sa nièce il y a 5 ans. » « Je ne savais pas. » Peu de gens le savent. La famille a étouffé le scandale. Mais Pemberton n'a jamais oublié. Amalia réfléchit un moment. « Et si Arthur arrive à Londres avant nous, s'il prévient Pemberton que nous venons ? » Il ne le fera pas. Pour cela, il devrait expliquer pourquoi il nous poursuit. Et il ne peut pas avouer qu'il cherche à récupérer des preuves de ses propres crimes. La logique était implacable. Arthur était piégé par ses propres mensonges. « Vous avez vraiment pensé à tout ?» dit-elle avec un demi-sourire. « Edward m'a appris à jouer aux échecs quand j'avais 10 ans. Il disait toujours qu'il fallait anticiper les 7 prochains coups de l'adversaire. » La mention d'Edward fit naître un silence mélancolique. Amalia sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les refoula. Elle avait assez pleuré. Maintenant, il fallait agir. « Parlez-moi de votre mère, » dit-elle pour changer de sujet. Nathaniel sembla surpris par la question, mais son visage s'adoucit. Elle s'appelait Rose. Elle était actrice au théâtre Drury Lane avant de devenir femme de chambre au manoir Ashford. Belle, cultivée, pleine de vie. Mon père est tombé amoureux d'elle au premier regard. Que s'est-il passé ? Lady Margaret a découvert leur liaison. Elle a menacé de faire renvoyer toutes les domestiques du manoir si mon père ne mettait pas fin à cette relation. Il a cédé. Sa voix était devenue plus rauque. Ma mère a été chassée sans un sou, enceinte de moi. Elle a survécu en donnant des cours de chant et de diction aux filles de marchands. Elle n'a jamais revu mon père. Et lui ? Il n'a jamais essayé de vous retrouver ? Une fois, quand j'avais 12 ans. Il est venu à notre porte, a regardé ma mère pendant une longue minute, puis il est reparti sans un mot. Elle a pleuré pendant 3 jours. Amalia comprit alors la profondeur de la blessure que Nathaniel portait en lui. Rejeté par son père, haï par son demi-frère, ignoré par le monde. Et pourtant, il était là, risquant sa vie pour honorer la mémoire du seul Ashford qu'il avait aimé. « Edward vous ressemblait, dit-elle doucement.
cette façon de voir le meilleur dans les gens, malgré tout. Nathaniel tourna la tête vers elle. Dans la lumière des étoiles, ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Vous l'aimiez vraiment, n'est-ce pas ?»« Oui, de tout mon cœur. » Alors nous lui devons la vérité, à lui et à tous ceux qu'Arthur a détruits. Il se leva, lui tendit la main pour l'aider à se mettre debout. « Reposez-vous, nous arrivons à Londres demain matin. » La Tamise les accueillit dans un brouillard épais qui sentait le charbon et les égouts. Le Mary Jane accosta à un petit quai de Southwark, loin des grandes artères surveillées par les hommes d'Arthur. Le capitaine leur serra la main sans demander d'explication. « Bonne chance, dit-il simplement. Vous en aurez besoin. » Nathaniel conduisit Amalia à travers un dédale de ruelles sombres jusqu'à une maison de briques rouges près de London Bridge. Une plaque discrète annonçait le cabinet de Lord Pemberton. « C'est ici qu'il reçoit ses clients privés », expliqua Nathaniel, loin des regards indiscrets de Westminster. Il frappa 3 coups. Un domestique en livrée ouvrit, les toisa avec méfiance, puis disparut après que Nathaniel lui eut murmuré quelques mots à l'oreille. L'attente sembla interminable. Amalia sentait son cœur battre contre ses côtes comme un oiseau en cage. Tout dépendait de cet instant. Si Pemberton refusait de les écouter, s'il était déjà acheté par Arthur, tout serait perdu. Finalement, le domestique réapparut. « Lord Pemberton vous recevra. » Ils furent introduits dans un bureau lambrissé de chênes sombres. Des portraits de juges sévères ornaient les murs. Derrière un bureau massif couvert de dossiers, un homme âgé, aux cheveux blancs, les observait par-dessus ses lunettes en demi-lune. « Nathaniel Blackwood, » dit-il d'une voix grave, « le fils illégitime de feu Lord Ashford. Et vous devez être la veuve française dont tout Londres parle. »« Madame Amalia Ashford, » confirma-t-elle en m'inclinant la tête. « On raconte que vous avez volé des documents précieux et que vous vous êtes enfui avec un criminel notoire. »« On raconte beaucoup de mensonges, milord. » Pemberton esquissa un sourire. « En effet. Asseyez-vous, je vous écoute. » Nathaniel sortit les documents de sa chemise et les posa sur le bureau. Le testament original, la confession de Crowe, les lettres d'Edward. Pemberton les parcourut en silence, son visage devenant de plus en plus sombre à chaque page. Quand il eut terminé, il ôta ses lunettes et les regarda tour à tour. « Si tout cela est authentique, dit-il lentement, Arthur Ashford est coupable de falsification de documents, de détournement d'héritage et très probablement de meurtre. »« Tout est authentique, milord, » dit Amalia. « Je suis prête à témoigner sous serment. »« Moi également, » ajouta Nathaniel. Pemberton hocha la tête. « Il me faudra quelques jours pour vérifier ces documents et préparer les mandats d'arrêt. D'ici là, vous devez rester caché. Arthur a des amis puissants. »« Nous comprenons. » Le vieux juge se leva, leur tendit la main. « Justice sera rendue, » dit-il avec une conviction qui réchauffa le cœur d'Amalia. « Je vous en fais la promesse. » La salle d'audience de Westminster était bondée en ce matin de décembre. Des lords en perruques poudrées, des ladies cachant leur curiosité derrière des éventails, des journalistes griffonnant fébrilement dans leurs carnets. Tout Londres s'était déplacé pour assister au procès le plus scandaleux de la décennie. Amalia se tenait droite sur le banc des témoins, vêtue de sa robe noire de veuve. Ses mains ne tremblaient plus. Après tout ce qu'elle avait traversé, après la fuite, la peur, les nuits sans sommeil, elle n'avait plus rien à craindre. La vérité était sa seule arme, et elle la brandissait comme une épée. Face à elle, dans le box des accusés, Arthur Ashford avait perdu toute sa superbe. Ses joues s'étaient creusées pendant les 2 semaines de détention préventive. Ses yeux, injectés de sang, parcouraient l'assemblée avec l'expression d'un animal traqué. À ses côtés, le notaire Crowe semblait avoir vieilli de 20 ans,
ses épaules voûtées sous le poids de sa propre trahison. Lord Pemberton présidait les débats avec une autorité glaciale. Les preuves avaient été vérifiées, authentifiées, présentées au jury dans un ordre implacable. Le testament original de Lord Ashford père, la confession écrite de Crowe détaillant la falsification, les lettres d'Edward prouvant qu'il connaissait la vérité avant sa mort. Mais le coup de grâce vint d'un témoin inattendu. Betty, l'ancienne femme de chambre, s'avança à la barre d'un pas mal assuré. Ses mains noueuses serraient un petit flacon de verre brun qu'elle avait dissimulé pendant des mois. « C'est Monsieur Arthur qui m'a donné cela », dit-elle d'une voix tremblante. « Il m'a ordonné de verser 3 gouttes dans le thé de Monsieur Edward chaque matin. Il disait que c'était un fortifiant pour sa santé. » Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. « Savez-vous ce que contenait ce flacon » demanda Pemberton. « Non, milord, pas à l'époque. Mais quand Monsieur Edward a commencé à dépérir, j'ai compris. J'ai gardé le flacon comme preuve. Je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait chercher la vérité. » Elle tourna son regard vers Amalia, les yeux brillants de larmes. « Je suis désolée, madame. J'aurais dû parler plus tôt. » Mais j'avais peur, tellement peur. « Vous parlez maintenant, » dit Amalia doucement. « C'est ce qui compte. » Le médecin légiste confirma ensuite que le flacon contenait de l'arsenic dilué, une dose suffisante pour tuer lentement, progressivement, en imitant les symptômes d'une fièvre ordinaire. Edward avait été empoisonné pendant des semaines avant de succomber. Arthur tenta de se défendre. Il cria à la conspiration, accusa Nathaniel de vouloir usurper sa place, traita Amalia de menteuse étrangère venue détruire une famille respectable. Mais ses protestations sonnaient creux face à l'accumulation des preuves. Lady Margaret, assise au premier rang, regardait son fils avec une expression indéchiffrable. Tout au long du procès, elle n'avait pas prononcé un mot. Quand le verdict tomba, elle ferma simplement les yeux, comme si elle avait toujours su que ce moment arriverait. « Arthur Ashford », déclara Pemberton d'une voix qui résonna dans le silence absolu. « Vous êtes reconnu coupable de falsification de testament, de détournement d'héritage et de meurtre par empoisonnement sur la personne de votre frère Edward Ashford. Vous êtes condamné à la peine capitale par pendaison. » Un cri étranglé échappa aux lèvres d'Arthur. Ses jambes se dérobèrent sous lui, et 2 gardes durent le soutenir pour l'empêcher de s'effondrer. « Marcus Crowe, » continua le juge, « vous êtes reconnu coupable de complicité dans la falsification de documents officiels. Vous êtes condamné à 20 ans de travaux forcés. » Le notaire baissa la tête, acceptant sa sentence en silence. Quand Amalia sortit du tribunal, la lumière de décembre lui parut étrangement douce. La foule se pressait autour d'elle. Des journalistes criaient des questions. Des curieux tendaient le cou pour apercevoir la veuve française qui avait fait tomber un lord anglais. Nathaniel l'attendait près d'un fiacre, à l'écart de la cohue. Son visage portait les marques de l'épuisement, mais ses yeux brillaient d'un soulagement profond. « C'est terminé, » dit-il quand elle le rejoignit. « Non, c'est un commencement. » Il l'aida à monter dans la voiture, et le fiacre s'éloigna des rues bondées vers un quartier plus calme. Le testament original avait été rétabli dans ses droits. Edward, en tant que véritable héritier de Lord Ashford père, avait légué l'intégralité de sa fortune à sa femme, Amalia. Le manoir, les terres, les investissements, tout lui revenait désormais. La jeune Française sans le sou était devenue l'une des femmes les plus riches d'Angleterre. Mais cette victoire avait un goût amer. Rien ne lui rendrait Edward. Ni les procès, ni l'argent, ni la justice. Il était parti, emportant avec lui la chaleur de ses rires et la douceur de ses promesses. Le fiacre s'arrêta devant une petite église de campagne à la sortie de Londres.
Amalia descendit, surprise. « Où sommes-nous ?»« L'église où ma mère est enterrée, » dit Nathaniel. « J'ai pensé que vous aimeriez voir l'endroit où je vais faire transférer Edward. » Elle comprit alors. Le cimetière familial des Ashford était souillé par les mensonges et les crimes d'Arthur. Edward méritait de reposer dans un lieu de paix. Ils marchèrent entre les tombes silencieuses jusqu'à un coin ombragé par un vieux chêne. Une pierre simple portait l'inscription « Rose Blackwood, mère aimante et âme courageuse ». « Ici, » dit Nathaniel, « à côté de ma mère, les deux seules personnes qui ont vraiment compté pour moi. » Amalia sentit les larmes couler sur ses joues pour la première fois depuis des semaines. Des larmes de chagrin, mais aussi de gratitude. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. » Nathaniel prit sa main dans la sienne. Sa paume était chaude, solide, rassurante. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas encore. Retourner en France, peut-être. Ou rester ici, transformer le manoir Ashford en quelque chose de bien, un orphelinat, une école pour les enfants pauvres. Quelque chose dont Edward aurait été fier. C'est une belle idée. » Ils restèrent un long moment en silence, contemplant la tombe de Rose Blackwood. Le vent d'hiver faisait bruisser les branches dénudées du chêne. « Et vous ?» demanda finalement Amalia. « Qu'allez-vous devenir ?» Nathaniel haussa les épaules. « Je n'ai jamais eu de place dans ce monde, ni parmi les lords, ni parmi les domestiques. Je suppose que je continuerai à errer. »« Vous pourriez rester ?» Il la regarda, surpris. « Rester ? Le domaine Ashford aura besoin d'un régisseur, quelqu'un de confiance pour superviser les terres, gérer les affaires, quelqu'un qui connaît cette famille mieux que personne. » Un sourire lent étira les lèvres de Nathaniel. « Vous m'offrez un emploi ? Je vous offre un foyer. » Les mots étaient sortis avant qu'elle puisse les retenir, mais elle ne les regretta pas. Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, Nathaniel était devenu bien plus qu'un allié. Il était un ami. Peut-être même quelque chose de plus, avec le temps. « J'accepte, » dit-il simplement. Le soleil perça les nuages, baignant le petit cimetière d'une lumière dorée. Quelque part, Amalia en était certaine. Edward souriait. La veille de Noël, une cérémonie intime fut organisée pour le transfert des restes d'Edward dans sa nouvelle sépulture. Seuls quelques proches étaient présents. Betty, qui avait été réengagée au manoir avec une augmentation substantielle, Martha, la vieille gouvernante de Thornwood, le capitaine du Mary Jane, qui avait fait le voyage depuis les docks de Southwark, et bien sûr, Nathaniel et Amalia. La pierre tombale portait une épitaphe choisie par Amalia elle-même. Edward Ashford, homme de cœur et de justice, dont l'amour traverse les ténèbres. Quand les dernières prières furent prononcées, Amalia déposa une rose blanche sur la terre fraîchement retournée. « Au revoir, mon amour, » chuchota-t-elle. « Je garderai toujours une partie de toi dans mon cœur. Mais maintenant, je dois vivre pour nous deux. » Elle se releva, essuya ses joues humides et prit le bras que Nathaniel lui tendait. Ensemble, ils quittèrent le cimetière et marchèrent vers l'avenir. Derrière eux, le soleil couchant embrasait le ciel d'Angleterre, promesse de jours nouveaux et de secondes chances. La veuve française avait trouvé justice, et peut-être, avec le temps, trouverait-elle aussi un nouveau bonheur.